Bonjour à tous, merci d'être venus, merci de nous regarder. C'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi parler de l'Irak. L'Irak est devenu un acteur assez marginal au Moyen-Orient. Ça peut se comprendre après des décennies de conflits majeurs. Et c'est vrai que depuis la défaite de l'État islamique en 2017, l'Irak ne fait plus non plus les gros titres. Pourtant, cette région à laquelle on doit l'écriture et l'agriculture, rien que ça, c'est un moteur de notre histoire à tous. Au XXe siècle, il y a au moins deux dates qui bouleversent le destin irakien et donc le nôtre. 15 octobre 1927, on découvre près de Kirkouk ce qui était alors les réserves de pétrole les plus importantes connues sur la planète. 16 juillet 1979, un général de 42 ans devient l'homme fort du pays. Ce monsieur, vous l'aurez compris, c'est évidemment Saddam Hussein. Du pétrole donc, et un dictateur gênant aux yeux de Washington, voilà ce qui, combiné avec les attentats du 11 septembre, entraîne l'invasion américaine en 2003. Et 22 ans plus tard, en fait, on se rend compte que l'Amérique reste la plus grande puissance, sans conteste, mais elle n'est plus tout à fait la même. Et cela a un rapport avec l'invasion américaine de l'Irak. Voilà pourquoi, en fait, s'intéresser à la tragédie américaine en Irak, à mon sens, c'est essayer de comprendre le monde un petit peu mieux. Et c'est justement ce à quoi nous convie aujourd'hui Rachida Chaïda Abbassa. Elle est l'autrice de Washington après la chute de Bagdad. C'est publié chez L'Harmattan. Rachida, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup. Merci. Commençons à comprendre justement avec vous. Pour vous, la chute de Bagdad, c'est aussi la chute d'une certaine Amérique au Moyen-Orient. Pourquoi ? Alors bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui. Je remercie particulièrement la directrice de l'IREMO, Agnès Levallois, ainsi que toute l'équipe pour m'avoir accordé cette opportunité. Alors en fait, ce livre, il part d'une question simple, mais assez vertigineuse. C'est-à-dire plus de 20 ans après la chute de Bagdad, que reste-t-il de la cohérence stratégique américaine? Et j'ai voulu comprendre non seulement ce que les États-Unis ont fait en Irak, mais surtout ce qu'ils y ont perdu. Et ce qu'ils ont perdu là-bas va bien au-delà en fait d'une influence régionale ou c'est la cohérence stratégique qu'ils ont perdue. C'est la capacité à penser sur le long terme et c'est aussi leur capacité à inscrire l'action dans une vision claire et déterminée. Et donc l'invasion de l'Irak en 2003, elle a en quelque sorte agi comme un révélateur des contradictions de Washington. Et donc, elle a révélé en fait une Amérique qui est sûre d'elle, mais persuadée donc de pouvoir remodeler le monde arabe en commençant par l'Irak, mais profondément divisée sur ses intentions. Et donc, cette guerre n'a pas seulement renversé un régime, elle a en fait ébranlé la certitude d'un leadership moral, politique, qui était jusque-là incontesté. Et donc, avant la chute de Bagdad, avant l'invasion de 2003, les relations entre Washington et Bagdad oscillaient déjà entre confrontation, engagement, pragmatisme, etc. Mais les débats internes à l'administration Bush étaient vifs, passionnés, mais très contradictoires. Ce qui montrait déjà en fait une incohérence stratégique bien avant l'invasion. Et donc en somme, la chute de Bagdad en fait, elle n'a pas seulement marqué la fin d'un régime, elle a marqué aussi le début d'un affaiblissement interne de l'Amérique. Et donc, c'est-à-dire une Amérique qui est incapable de maintenir une vision claire dans un Moyen-Orient en pleine recomposition. D'accord. Alors avant de rentrer plus dans le vif du sujet, Rachida, si vous me permettez, j'ai l'impression qu'après avoir lu ce livre, sur chaque prise de décision américaine, vous présentiez un petit peu les cartes qui s'offraient à Washington. Vous dites ensuite celles qu'ils ont choisies et quels effets cela a eu sur le terrain au Moyen-Orient, mais sans jamais ou presque donner votre point de vue. Je trouve que c'est assez rare sur ce type de thématique. Quelle était la motivation intellectuelle derrière cette présentation des choses? Alors, je n'ai pas voulu exprimer mon opinion par choix personnel et méthodologique. C'est-à-dire, je suis originaire de cette région, donc tout ce qui s'y passe me touche profondément. Et donc, il aurait été assez naturel de laisser mes émotions guider le récit, mais ça aurait quand même compromis la rigueur scientifique de mon travail.
Mais c'est-à-dire, j'ai aussi, en restant neutre, je permets aussi aux lecteurs, qu'ils soient originaires ou non de cette région, de pouvoir se faire leurs propres idées, de pouvoir avoir leur propre interprétation, de découvrir un petit peu la complexité des événements qui s'y passent, la complexité de la région, hein, de façon générale. Et donc, c'est un choix qui protège en quelque sorte la pluralité des voix et enrichit l'analyse historique, je pense. C'est d'autant plus courageux intellectuellement, c'est difficile parfois de ne pas donner son avis quand on est justement issu de Justement, parce d'un qu'une univers. fois que, si jamais je donne mon avis, c'est très difficile de revenir à la neutralité. Tout à fait. Donc, il vaut mieux éviter tout ça. Un autre choix que vous avez opéré, c'est choisir 2003 un petit peu comme l'axe, comme le début de votre réflexion, comme si c'était une charnière, comme si c'était comme si quelque chose s'était passé, quelque chose d'assez irréversible en fait. Pourquoi ce choix-là aussi? Parce qu'en fait, la chute de Bagdad en 2003, elle marque un tournant stratégique et intellectuel pour l'Amérique. Le 11 septembre a été un choc sécuritaire. Mais Bagdad, en fait, elle a révélé la désorganisation de la puissance américaine. Donc on a des victoires rapides au début et après des échecs stratégiques très profonds. Et donc c'est la preuve, donc la chute de Bagdad, elle a été la preuve que la supériorité militaire, en fait, ne suffisait pas pour imposer un ordre durable. Donc après Bagdad, en fait, les États-Unis n'arrivaient plus à façonner le monde. Ils ne le géraient plus, en fait. Ils avaient perdu cette capacité-là. Et en fait, ils sont entrés dans une phase où leur politique étrangère devenait de plus en plus réactive plutôt que proactive. Et donc, ce n'est pas la fin de leur leadership ni d'un déclin mécanique, mais plutôt la fin de l'unilatéralisme triomphant. C'est-à-dire la chute de Bagdad, c'est à partir de là que s'est enclenché en fait le processus d'épuisement de l'Amérique interne, processus vraiment d'épuisement interne, et c'est la thèse centrale en fait du livre, hein. C'est-à-dire que les États-Unis avaient en fait perdu leur sens, ils ne savaient plus pour quelle finalité en fait ils intervenaient. C'est la fracture en fait, la fracturation pardon de la finalité. C'est dans la réaction plus que dans la, Oui. que dans la réflexion finalement. Exactement. Alors vous allez me dire, c'est assez fou de se poser cette question 22 ans plus tard, en tout cas moi je me la pose. Une question demeure, Bagdad ne n'était pas d'armes de destruction massive. Le régime entre guillemets laïque de Saddam était plutôt l'ennemi d'Al-Qaïda, responsable des attentats du 11 septembre. Pourquoi diable les Américains sont allés en Irak? En fait, c'est difficile de répondre à cette question. Bon, je vais essayer de vraiment de Chacun a une faire. réponse. Oui, voilà, Et là, exactement. chacun Mais en apporte fait, sa- la réponse tient en fait à un mélange d'idéologie et de stratégie. Donc, premièrement, le messianisme américain, il a joué quand même un rôle central. C'est-à-dire que l'idée que les États-Unis sont le dernier et meilleur espoir sur Terre, pour reprendre Hillary Clinton, capable de transformer le monde. Les néoconservateurs ne voyaient pas la démocratisation comme un simple alibi, mais vraiment comme un outil géostratégique pour créer un modèle démocratique arabe, en commençant par l'Irak, bien sûr. Et pour affaiblir aussi les régimes hostiles, pour sécuriser Israël, pour contenir l'influence iranienne. Donc pour les néoconservateurs, en fait, vraiment, la démocratie, ils y croyaient. Et donc, le projet démocratique n'était donc pas philanthropique. Il servait en fait la puissance américaine et ils étaient convaincus, c'est les conservateurs. Et il y a eu aussi Israël et la géopolitique donc régionale qui ont compté. D'accord. Voilà. Après, le bilan, il est sans appel. C'est-à-dire qu'on a eu, bien sûr, un désastre multidimensionnel pour Washington, une image ternie, des engagements militaires interminables, des dépenses colossales. Et donc, Bagdad n'était pas seulement une cible, mais c'était vraiment un laboratoire d'un rêve américain qui s'est effondré sur le terrain et dont les conséquences continuent de structurer non seulement le Moyen-Orient, mais aussi la politique étrangère américaine. Alors justement, vous parlez de la démocratie, et je trouve qu'il y a une idée communément admise et peut-être un petit peu paresseuse, qui est que le rêve américain de la libération d'un peuple, faire tomber un dictateur, c'était un absolu baratin, que tout ça cachait des intérêts purement stratégiques. Et vous allez un petit peu plus loin, si j'ai bien compris, en disant finalement les néoconservateurs comme Bush, ils cherchaient effectivement la démocratisation de l'Irak, sauf que pour eux, la démocratisation de l'Irak, c'était un moyen au service des Américains. Il fallait, démocratiser,
Et ensuite, ça allait servir les intérêts américains. C'est ça qui est peut-être un peu plus fin, je trouve, dans votre livre que dans d'autres Oh. commentaires sur la question. Oui, je pense qu'en fait, contrairement à l'idée répandue, selon laquelle la démocratisation de l'Irak était un simple baratin, prétexte les néoconservateurs comme George Bush, comme Paul Wolfowitz, comme Doug Feith, comme Dick Cheney, etc., ils croyaient réellement. Et donc, il ne s'agissait pas comme je viens de le dire, d'un projet philanthropique, mais la démocratie, c'était un outil au service des intérêts américains, pas une fin morale. Donc, transformer l'Irak en démocratie devait être un modèle régional qui devait donc se répandre avec l'effet domino, donc à l'ensemble du monde arabe. Et ce projet de The New Middle East s'inscrivait en fait dans un exceptionnalisme américain, l'idée que les États-Unis ont le devoir d'agir pour transformer le monde, même s'il faut agir seul, c'est-à-dire sans consultation d'autres nations. Et donc en pratique, la démocratie a été ensuite instrumentalisée pour stabiliser donc rapidement le pays, l'Irak, et protéger les bases, les alliances, tout en poursuivant en fait une ambition stratégique de long terme. Et donc, elle n'était ni un alibi, donc ni une philanthropie, c'était une stratégie de puissance légitimée par un idéalisme messianique et cadrée par un pragmatisme américain. Il y a quelque chose de paradoxal parce que les États-Unis à l'époque, je veux dire, c'est pas les Soviétiques en Afghanistan. Je veux dire, malgré tout ce pragmatisme, malgré l'hyperpuissance américaine de l'époque, je vois des Américains sourire dans le public, malgré tout ça, l'Irak a quand même été un désastre humain, financier et symbolique. Comment on peut expliquer ce paradoxe? En fait, au-delà des erreurs visibles qui ont été reprises par beaucoup d'analystes, de politologues, il y a eu énormément de travaux sur l'invasion de l'Irak et qui essayaient donc de comprendre pourquoi en fait les Américains ont échoué. Moi, dans mon ouvrage, j'ai identifié 3 principaux en fait angles morts. Ce sont des mécanismes internes, silencieux, qui ont structuré en fait les prises de décision à ce moment-là. Et donc le premier, c'est le décalage temporel en fait. C'est-à-dire que les structures des décisions américaines se construisent en fait sur des temporalités courtes qui sont dictées par des cycles électoraux, par une pression médiatique, aussi par la nécessité d'avoir des résultats rapides, tangibles. Les crises au Moyen-Orient, en revanche, elles obéissent à des logiques plus longues. C'est-à-dire, elles se construisent sur des enracinements sociaux profonds, sur un héritage historique très complexe, sur des recompositions identitaires qui se déploient sur plusieurs décennies. Donc ce décalage, en fait, entre temporalité politique et temporalité stratégique explique, je pense, en grande partie, la persistance des instabilités dans les zones d'intervention américaines. Et donc, que ce soit l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, le Yémen, la Libye, enfin, tous répondent en fait à cette constante-là, c'est-à-dire qu'au début, les États-Unis, ils ont des victoires, on va dire, militaires et tactiques spectaculaires, et ensuite, c'est l'effondrement total, un effondrement stratégique vraiment total, parce que bien sûr, il y a ce décalage justement entre temporalité politique et stratégique. Alors, Irak, Afghanistan, Libye, 3 pays où les Américains sont restés. Il y a un autre aspect de leur puissance. C'est aussi la technologie. L'IA qu'on découvre ici depuis 2-3 ans dans le grand public, elle était déjà aux mains des Américains. Ils avaient déjà énormément de moyens techniques. Comment expliquer une fois de plus autant de technologie, autant de moyens de surveillance et aussi peu de résultats contre le terrorisme sur le temps long? Justement, en fait, le paradoxe américain, je pense qu'il vient de là. Et d'ailleurs, c'est le deuxième angle mort que j'essaye d'aborder dans mon ouvrage. C'est-à-dire qu'il y a la sophistication, en fait, de la technologie qui est immense. Mais la compréhension, en fait, très limitée des réalités humaines. Et donc, l'essor du renseignement électronique, le big data... les surveillances globales a créé en fait chez les responsables américains, qu'ils soient politiques ou militaires,
l'illusion d'une maîtrise totale en fait du terrain. Mhm. Et donc, mais en fait, les États-Unis, en fait, grâce à leur arsenal militaire très sophistiqué, arrivaient bien sûr c'est-à-dire à repérer les zones stratégiques, à cartographier aussi les mouvements des ennemis, des insurgés, etc. Mais en fait, tout ça, ça ne captait pas en fait les dynamiques sociales, tribales et politiques qui structurent profondément l'Irak et l'ensemble des sociétés arabes. Et donc, par exemple, que ce soit en Irak, au Yémen, en Libye, en Afghanistan, à chaque fois, le schéma, il se répète. Donc, on a des victoires rapides, mais après, Mhm. c'est l'effondrement total. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas pris en compte les dynamiques locales, les réalités humaines, les alliances tribales, confessionnelles, qu'ils ne comprenaient pas du tout. Donc, si j'ai bien compris, superpuissance militaire, technologique, mais incompréhension totale des réalités sociétales, ce qui est d'ailleurs assez paradoxal pour ce qui est quand même le pays de Harvard et autres. Mais c'est un peu ça la faille américaine, l'incompréhension des réalités sociétales du Oui, monde bien arabe. sûr, la faille américaine, elle réside dans cette contradiction-là. C'est-à-dire que on a, de toute façon, les Américains, ils ont cette tendance à juridiciser, on va dire, leur stratégie. C'est-à-dire que ils classent les acteurs internationaux dans des catégories normatives très strictes. Mhm. Et d'ailleurs, c'est le troisième angle mort que j'identifie. Et donc, dans des catégories normatives strictes, avec une lecture qui est souvent rigide et binaire. Donc, on a État voyou, dictature légitime, dictature illégitime, terroriste. Donc, voilà, c'est bien catégorisé. Et donc, ça produit en fait un cadre, oui, c'est clair, un cadre de pensée binaire qui vient limiter en fait la flexibilité diplomatique et qui bloque aussi le dialogue. Et donc, c'est-à-dire que les relations internationales entrent dans dans une logique de noir et blanc, où la nuance, la prise en compte aussi des réalités locales passe au second plan. Et donc en fait, c'est dangereux parce que là encore, dans tous les pays, dans toutes les zones d'intervention américaine, le résultat était constant. Comme je viens de le dire et je le répète, victoire du départ spectaculaire et après chute. Alors vous analysez beaucoup de partis pris dans votre livre au sujet de l'Irak. Il y en a un qui je trouve très important, c'est celui qui consiste à dire la société irakienne était déjà une société hyper confessionnalisée, hyper balkanisée. Je traduis pour le cas irakien, en gros la dictature de Saddam Hussein c'était juste le couvercle qui empêchait la marmite d'exploser. Et ça vous analysez un peu ce point de vue. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela ? Alors, juste avant de passer à votre question, je voulais juste rajouter un point, c'est-à-dire ces trois angles morts, en fait, ont empêché les États-Unis à fixer des objectifs cohérents. Parce qu'en fait, à ces angles morts vient s'ajouter des objectifs qui sont très contradictoires. Et j'en parle dans le livre, que ce soit sous l'administration de George Bush ou Barack Obama. On a trois objectifs principaux. Donc, c'est la promotion démocratique, la lutte antiterroriste et la sécurité d'Israël. Et ces trois objectifs, en fait, s'articulent de manière... ne s'articulent jamais de manière harmonieuse et cohérente. C'est-à-dire qu'on a la promotion démocratique qui va impliquer, en fait, souvent de soutenir des mouvements populaires qui ne sont pas forcément pro-israéliennes. Voilà. Donc, ça a été le cas pendant le printemps arabe. Et donc, ça conduit en fait à l'émergence de gouvernements qui sont généralement hostiles à Israël, ce qui est entré en contradiction avec l'objectif donc, de sécuriser Israël. Et donc, on avait aussi la lutte antiterroriste qui exigeait donc, des alliances avec des régimes autoritaires, justement, dictatoriaux, qui n'allaient pas effectivement aider les États-Unis dans leur promotion démocratique. Donc c'était très contradictoire. Alors pour revenir à votre question... Oui, c'est ça. Est-ce que la société irakienne était déjà balkanisée ? Finalement, l'invasion américaine n'a-t-elle fait que mettre le feu aux poudres finalement ? Oui. Alors non, en fait, beaucoup affirment que la violence sectaire en Irak existait bien avant l'intervention américaine, en rappelant bien sûr le régime de Saddam Hussein, le massacre des Kurdes à l'arme chimique, la persécution constante contre les chiites,
la monopolisation du pouvoir par une minorité sunnite, etc. Mais je pense qu'il est vrai que les tensions sociales et ethniques existaient, mais réduire la guerre civile, en fait, à une vengeance chiite, je pense que c'est profondément réducteur. C'est-à-dire ce qui a transformé les clivages sociaux anciens en affrontements armés, ce n'est pas la haine latente, mais l'effondrement des institutions de l'État. Et donc la chute du régime, la disparition de l'État, l'absence de sécurité, l'ouverture des frontières, la dissolution de l'armée, la purge de l'administration, bien sûr, ont détruit les piliers étatiques qui maintenaient la cohésion, une certaine cohésion sociale, disons, en Irak. Et ce vide a été immédiatement, bien sûr, exploité, comblé par des milices sunnites, chiites, très identitaires, des chefs communautaires, et bien sûr des acteurs armés transnationaux. Et donc dire que les Irakiens étaient destinés à s'entretuer, à s'entredétruire, c'est inexact, parce que les Américains n'avaient pas à sauver les Irakiens des Irakiens. Mais surtout, par contre, ils avaient, je pense, le devoir de ne pas démanteler les cadres étatiques qui empêchaient l'implosion. Et donc, en débatifiant totalement l'administration et en dissolvant l'armée, Washington a fait passer l'Irak d'une société fracturée en une société militarisée. Et donc, ce n'est pas la société irakienne qui a créé le chaos, je pense que ce sont les décisions américaines, c'est-à-dire que l'invasion ne s'est pas limitée c'est-à-dire à faire chuter le régime de Saddam Hussein, elle a détruit l'État lui-même. Alors cet État irakien, il était baathiste, l'émanation irakienne du fameux parti de la résurrection arabe. Il était tenu d'une main de fer par ce parti. Ce parti en Irak, il était plutôt occupé par des sunnites. Et vous relevez quelque chose d'assez fin. Je vous cite, la débaassification par les Américains n'a pas touché les baathistes chiites à ce point. Pourquoi les Américains ont eu cette sélectivité? Ils n'étaient pas particulièrement amis à la base plus avec les chiites qu'avec les sunnites. Comment on peut expliquer ça? Est-ce qu'ils ont involontairement chiitisé l'Irak? Je pense qu'en fait, la débéatification a été appliquée par les Américains de manière sélective, donc en ciblant principalement les échelons militaires, sécuritaires et administratifs sunnites. Je pense pour deux mécanismes peuvent expliquer cette sélectivité. Le premier, je pense que c'est un mécanisme technique, c'est-à-dire que les équipes américaines se sont appuyées en fait sur des listes et des critères formels sans comprendre la complexité des affiliations locales, tribales et confessionnelles. C'est-à-dire, on avait, sous le régime de Saddam Hussein, beaucoup de personnes qui adhéraient au parti Baas, pas par conviction, mais juste pour garder à leur poste. Et donc, même ces personnes ont été mises dans le même sac que les autres, et on les a complètement, c'est-à-dire exclus, bien sûr, de cet Irak post-Saddam Hussein. Et le deuxième, je pense, le deuxième mécanisme, il est aussi, c'est un mécanisme politique, c'est-à-dire que Washington cherchait des relais administratifs locaux, et je pense que les formations chiites étaient les mieux positionnées pour occuper en fait les vides qui ont été laissés par les sunnites. Et donc la débatification a ainsi épargné les chiites, marquant une rupture totale avec un certain baptisme sunnite qui était promu par Saddam Hussein. Pour ceux qui croyaient encore au baptisme, donc en fait, c'était la révélation d'un autre baptisme chiite et dominant. Et bien sûr, en détruisant donc les cadres et l'armature en fait de l'État, armée, bureaucratie, administration, etc., Washington en fait a, je pense, involontairement ouvert le pouvoir aux acteurs chiites qui vont par la suite former des alliances très proches avec Téhéran. Et donc, ça a été l'un des principaux cadeaux, je pense, faits à l'Iran. Oui. Non par volonté, je pense pas que ça a été une volonté délibérée, mais je pense que ça a été l'effet cumulatif de décisions inadaptées. Et donc voilà. Donc la débatification n'a pas seulement donc démantelé l'État, elle a redessiné aussi les équilibres du pouvoir, et bien sûr elle est venue amplifier les fractures sectaires et transformer durablement le paysage politique irakien. On l'a encore aujourd'hui. Un cadeau à l'Iran et Mollah qui n'était pas franchement un allié des Américains en 2003 non plus.
on le rappelle. Effectivement. Je vais revenir sur une phrase qui m'a beaucoup marqué, parce que je ne la connaissais pas personnellement. Les États-Unis sont le dernier et le meilleur espoir sur Terre. Alors, ce n'est pas du tout la phrase d'un néoconservateur, c'est quelqu'un du même assurément démocrate, s'appelle Hillary Clinton. Et vous consacrez quelques dizaines de pages, les premières du livre, à un peu aux motivations idéologiques de Washington. Qu'est-ce qui les a amenés à aller en Irak ? Et je trouve que c'est une dimension qui est souvent éludée par les commentateurs, une fois de plus, parce qu'on dit que c'était que du pétrole, que des intérêts géostratégiques. Mais quelle part a joué cette espèce de messianisme américain ? Nous sommes la meilleure nation du monde dans l'aventure ou la mésaventure irakienne. Je pense que comprendre l'Irak, c'est comprendre aussi le rôle central du messianisme américain. C'est-à-dire que Washington se perçoit comme porteur d'une mission historique, sacrée, que Dieu leur a donnée. Donc, non seulement pour protéger leurs intérêts, donc, mais aussi pour transformer le monde selon leurs valeurs. Et donc, ce messianisme n'est pas l'apanage des néoconservateurs, hein, ça a aussi traversé donc, les administrations démocrates, d'où cette fameuse phrase d'Hillary Clinton. Et donc, contrairement à la lecture classique, je pense que la démocratie, comme je viens de le dire, c'était un outil géostratégique destiné à créer un modèle irakien et à remodeler le monde arabe. Et donc, autrement dit, parce qu'il croyait d'abord à la puissance américaine, donc le projet démocratique était une stratégie de puissance. Et donc, le messianisme américain a fonctionné comme la toile de fond idéologique pendant l'invasion de l'Irak. Donc, chez les néoconservateurs, il faut le répéter, c'est-à-dire qu'ils légitiment l'action unilatérale. C'est-à-dire que si l'Amérique est exceptionnelle, elle a le droit et surtout le devoir d'agir seule pour transformer le monde. Chez les démocrates, comme Hillary Clinton, il se traduit surtout par un rôle moral qui est assez guidé, c'est-à-dire qu'on peut imprégner, on peut inspirer et promouvoir un ordre fondé sur les valeurs. Mais dans les deux cas, que ce soit un messianisme compris par les néoconservateurs ou compris par les démocrates, dans les deux cas, je pense que ce messianisme crée une tension réelle entre l'idéal, tout ce qui est moral, et le réel politique, tout ce qui est utile. Donc en Irak, il a servi d'accélérateur, il a été bien sûr une légitimité morale à un projet qui restait bien sûr avant tout un pari stratégique. C'est-à-dire que ce n'est pas la seule motivation de l'invasion, mais c'est la couche idéologique, effectivement, ce messianisme américain, qui a rendu l'intervention politiquement possible et intellectuellement, bien sûr, cohérente, du moins jusqu'à la chute de Bagdad. Parce qu'après la chute de Bagdad, tout a explosé. Alors on en parlera après avec le public, mais on peut se demander ce que devient ce messianisme américain aujourd'hui. Moi je vais vous faire une confidence, j'ai vécu l'arrivée d'Obama aux affaires, bon, j'étais étudiant à l'époque, comme un tournant dans les affaires américaines, et ça lui montre, bon, peut-être un peu naïvement, hein, j'étais jeune. Et vous, dans votre livre justement, vous expliquez que le tournant il ne s'est pas produit au niveau de la politique américaine au Moyen-Orient en 2008, entre Bush et Obama, mais qu'il est finalement plutôt en train de se produire maintenant. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe maintenant dans la politique américaine au Moyen-Orient ? Je pense que le principe... Il y a beaucoup de tournants qui se sont faits. Je pense que le principal tournant, c'est aussi, c'est surtout le réajustement de la politique étrangère américaine vis-à-vis de l'islam politique. C'est-à-dire que pendant 2 décennies, les États-Unis ont cherché donc à contenir plutôt l'islam politique, parce qu'ils pensaient que c'était un facteur d'instabilité, ils pensaient aussi que c'était le vecteur du terrorisme. Donc cette approche, bien sûr, binaire, a bien sûr conduit à des interventions contre-productives, notamment en Irak, où le traitement strictement, bien sûr, sécuritaire des milices sunnites a nourri la radicalisation et a fragilisé l'État. Donc aujourd'hui, un tournant pragmatique, comme vous venez de le dire, Sofiane, un tournant pragmatique s'esquisse, il s'accélère sous Donald Trump, sans constituer pour autant une rupture idéologique, hein, bien sûr. Donc Washington ne cherche plus à éradiquer systématiquement ces mouvements qui puisent bien sûr leur idéologie dans l'islam, mais à composer avec eux en reconnaissant quand même leur enracinement social et leur utilité politique.
Et donc, aujourd'hui, deux pôles structurent le Moyen-Orient. D'un côté, on a l'Arabie Saoudite, bien sûr, avec son islam, avec un islam d'État modernisé. Et de l'autre, on a les mouvements qui sont issus des frères musulmans, donc transnationales et profondément ancrés, bien sûr, dans les sociétés locales. On l'a vu notamment après les élections, les premières élections démocratiques pendant le printemps arabe, où ils ont remporté quand même pas mal d'élections. Et donc ces deux pôles ont longtemps été opposés, ils le sont d'ailleurs toujours, mais ils deviennent les nouveaux architectes silencieux quand même du Moyen-Orient. Et donc que ce soit en Irak, comme en Libye, comme au Yémen, Washington n'hésite plus à intégrer dans ses calculs stratégiques des acteurs qui étaient autrefois marginalisés, qui étaient complètement exclus donc des discussions importantes, diplomatiques, non par adhésion idéologique, mais plutôt par nécessité stratégique. Et donc ce changement met en lumière en fait les angles morts accumulés. Et on a donc, qui était la réduction bien sûr du religieux à la sécurité, la dépendance technologique et surtout l'absence de vision de long terme. Et rappelle en fait que le religieux est désormais une grammaire essentielle au Moyen-Orient. Alors vous le disiez tout à l'heure, il y a quelque chose qui est assez embêtant quand même d'un point de vue américain dans les relations américano-musulmanes, c'est la question palestinienne. On sait que avant 7 octobre, grâce à une interview de The Atlantic notamment, on sait que MBS était sur le point de reconnaître Israël s'il n'y avait pas eu le 7 octobre. Maintenant, les choses sont un petit peu plus compliquées du côté saoudien. On temporise, j'ai l'impression. Et côté américain, on a l'impression que les normalisations israélo-arabes, c'est un peu l'axe le plus important de leur politique dans la région, finalement. Alors, c'est l'axe le plus important de leur politique étrangère, mais c'est surtout le réajustement politique le plus complexe pour Washington. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se réajuster aux États-Unis quand il s'agit de la question palestinienne. Et donc, des accords de Camp David jusqu'aux accords d'Abraham, en fait, les États-Unis ont privilégié une normalisation du haut. D'accord ? C'est-à-dire fondée sur des pressions diplomatiques, des alliances stratégiques, etc. Alors ces démarches ont permis beaucoup d'avancées visibles, c'est-à-dire on a eu des reconnaissances mutuelles, des coopérations militaires, des échanges économiques, mais là encore, elles demeurent bien sûr détachées des réalités locales. C'est-à-dire que les angles morts dont je parlais tout à l'heure fonctionnent toujours pour la question palestinienne, malheureusement. Et donc, sur le terrain, parce qu'en fait, sur le terrain, les injustices et les mémoires perdurent. C'est-à-dire qu'en Palestine, par exemple, la Nakba, l'occupation et les conditions de vie qui continuent de structurer, en fait, ils structurent en fait le rejet de toute normalisation perçue comme imposée. Et donc, au Liban, en Irak, ou même dans les pays signataires des accords d'Abraham, les populations restent sensibles à ces blessures-là, et ce qui limite en fait la portée politique de ces rapprochements. Et donc, même lorsque la coopération avec Israël progresse, notamment aux Émirats arabes unis, au Maroc, etc., elle repose en fait sur des calculs pragmatiques plutôt que sur une adhésion profonde. Et donc, l'enjeu, il est là. Tant que Washington conçoit la normalisation comme une série d'accords diplomatiques et non comme un processus devant intégrer donc justice, légitimité, réparation, je pense que sa stratégie restera très fragile. Et donc la stabilité obtenue par ces accords masque souvent bien sûr des tensions qui sont persistantes, notamment en Irak et en Palestine, où les traumatismes passés quand même continuent d'entraver toute vision régionale durable. Et donc le point le plus délicat demeure la question palestinienne. Je pense que tant qu'il n'y aura pas d'État palestinien, que les territoires palestiniens occupés ne seront pas restitués, et que le droit de retour ne sera pas, c'est-à-dire accordé aux Palestiniens, je pense que les États-Unis resteront prisonniers d'un conflit insoluble, en fait, en l'état. Et donc rééquilibrer leur position, je pense, vers une approche un peu plus équitable vis-à-vis des droits des Palestiniens, ce n'est plus un choix, mais je pense que c'est une nécessité stratégique. Et je pense que les États-Unis peuvent le faire. S'ils l'ont fait avec l'islam politique, je pense qu'ils peuvent le faire avec la Palestine. Alors, je pense que quand Washington en prendra conscience, parce que je pense que Washington prendra conscience de cela, on ne sait pas trop quand, mais
je pense que cela semble inévitable, surtout si la Chine et la Russie, euh, bon, ils sont encore un peu prudents hein, sur le dossier, proposent une alternative euh, plus équilibrée, qui contraigne les États-Unis en fait à revoir pardon, et à réévaluer leur lecture du conflit. Parce qu'en fait, la Chine et la Russie, et j'en parle dans mon livre, hein, ils ont réussi quand même à proposer aux Arabes des alternatives politiques, économiques, graduelles, un peu plus en cohérence avec les temporalités locales. Je pense qu'ils pourront le faire aussi avec la question palestinienne. Et je pense qu'il faut que les États-Unis doivent prendre en compte la question palestinienne, mais avec un autre angle. Et donc, je pense que la Palestine aussi constitue la dernière et meilleure chance pour Washington de regagner la confiance régionale et de reprendre l'initiative. Vous le dites, une partie des tensions au Moyen-Orient sont made in America, donc Oui. s'ils rectifient un peu le tir, on peut espérer que les choses aillent mieux. Est-ce qu'ils peuvent encore le faire? Sur la question palestinienne, vous venez un peu de répondre, mais globalement, que peut faire Washington pour rectifier un peu le tir? Pour s'en sortir, Washington, je pense, devra composer avec des leaders arabes de plus en plus autonomes et de moins en moins pro-américains comme leurs prédécesseurs, hein, parce qu'on a quand même différence dans les générations. La normalisation avec Israël, même lorsqu'elle progresse, ne doit pas occulter les perceptions locales et les aspirations palestiniennes. Je pense que ignorer ces réalités risque d'embraser la région. Et donc le véritable défi pour les États-Unis n'est plus la projection de la force, mais la capacité à transformer la complexité locale en un levier de stabilité. C'est-à-dire qu'il s'agit de mobiliser les acteurs locaux, que ce soit des mouvements religieux, des milices, des acteurs économiques, pour co-construire la sécurité de la gouvernance. Et donc la maîtrise stratégique, je pense qu'elle consisterait à transformer ceux perçus comme problématiques auparavant en partenaires pragmatiques. Et ça peut redéfinir bien sûr la politique ou la puissance américaine du XXIe siècle. Et donc cette approche, bien sûr, exige un dialogue réel, dépassant les illusions et la domination, en tenant compte bien sûr des réalités et des équilibres multipolaires où la Russie et la Chine gagnent quand même en influence et en cohérence surtout. Sur un point précis, vous écrivez: les Américains doivent apprendre à faire la différence entre islamistes violents et islamistes pragmatiques prêts à accepter les compromis. Alors récemment, M. Trump a reçu le président syrien, M. Al-Shara. Il a même offert son parfum préféré, si j'ai bien suivi. Chercher un peu les pragmatiques parmi les islamistes, c'est un peu ce que Trump fait ou pas du tout? Oui, après Washington choisit aujourd'hui sous Trump 2, ouais. Choisit de coopérer ou de normaliser avec des acteurs, bien sûr, je pense en fonction de leur utilité immédiate. Donc que ce soit pour le renseignement, pour exercer bien sûr une pression sur un rival ou même pour stabiliser une région clé comme c'est le cas de la Syrie. Et donc je pense que sous Trump, la logique appliquée à des figures comme celle de Ahmad al-Shara reflète le même principe pragmatique, c'est-à-dire distinguer, comme vous venez de le dire, les islamistes non pas sur des bases normatives ou idéologiques, mais sur leur utilité tactique, politique sur le terrain, exactement. Et donc certains acteurs sont jugés acceptables s'ils peuvent effectivement contribuer à une certaine stabilité régionale, même si ils sont comme Ahmad al-Shara, c'est-à-dire c'était considéré comme terroristes auparavant, et tout d'un coup ils deviennent président qui ne représente pas une menace pour Israël d'ailleurs. On revient un peu à cet axe ancien djihadiste certes, mais non menace pour Israël. C'est ça qui est intéressant. Et donc la rencontre justement, c'est-à-dire que Al-Shara, comme je viens de le dire, il va participer à stabiliser une région, bien sûr, et surtout à ne pas faire du mal à Israël, parce que c'est bien sûr l'un des objectifs de la politique étrangère américaine encore aujourd'hui. Et donc en somme, la rencontre avec Ahmad al-Shara n'est pas un changement de doctrine profond, hein. C'est juste que c'est la manifestation actuelle d'une politique transactionnelle et utilitariste. Donc il traverse la politique américaine depuis plusieurs administrations, et bien sûr c'est une politique qui est adaptée aux enjeux régionaux
et aux pressions régionales également. Et bien sûr, je pense que ce réajustement, il s'amorce un peu sous Obama, avec son fameux discours en 2008, Au Caire. oui, au Caire, l'Université américaine du Caire. On l'a vu qu'Obama, en fait, ce réajustement vis-à-vis des islamistes, on va dire modérés, qui ne font pas de mal à Israël, a débuté avec lui, hein, notamment quand Mohamed Morsi a pris le pouvoir, a remporté les élections en Égypte. Il n'a pas hésité donc à composer avec les frères musulmans. Donc on a eu plusieurs visites d'Hillary Clinton. On a vu que c'était possible que les responsables américains puissent discuter avec des personnages aussi controversés. On en revient à vos 3 axes, c'était Ouais, assez exactement. inconfortable pour Washington. Voilà. Donc ça a étaient commencé élus un petit peu démocratiquement. avec Obama, mais je pense que ça s'est accéléré sous Donald Trump parce qu'Obama il était surtout centré sur la lutte antiterroriste, hein, qui était vraiment à son pic à ce moment-là. Donc Alors, ça s'est pas trop vu, on va dire. Alors je le disais en introduction, l'Irak passe un peu sous les radars médiatiques depuis la défaite de l'État islamique en 2017. En Irak, il y a eu récemment des élections. Nous les journalistes, on n'en a pas trop parlé, désolé. Donc justement, Rachida, mettez-nous un petit peu à la page. Ces élections pour l'Irak, qu'est-ce que ça change? Rien de neuf sous le soleil, si j'ai bien suivi. Le scrutin, il était calme. C'est une bonne nouvelle C'est une bonne nouvelle pour la région. pour les civils, surtout. Pour les civils. C'est une bonne nouvelle pour les Irakiens, mais je pense que c'est pas forcément un synonyme d'apaisement. C'est-à-dire que la stabilité apparente masque quand même certaines réalités qui perdurent encore aujourd'hui. Donc on a quand même le contrôle électoral qui est renforcé par les élites. On a une bureaucratie aussi. Et on a aussi, je pense, l'instrumentalisation aussi des services publics, hein, qui transforme bien sûr le vote en un échange pragmatique plutôt qu'en expression citoyenne. Et donc, par ailleurs, les milices chiites et l'influence iranienne continuent de peser fortement sur le paysage politique irakien. En résumé, la victoire électorale en Irak, qui a été remportée par Mohamed Shia Soudani, qui est d'ailleurs le Premier ministre élu en 2022, apporte une stabilité de surface, mais la fragilité structurelle demeure. C'est-à-dire qu'on a encore des divisions sociales, on a encore des tensions sectaires, et on a encore ce pluralisme politico-sectaire hors contrôle, hein, que j'aborde dans mon livre. C'est-à-dire qu'on a eu, les citoyens irakiens étaient appelés à départager, je crois, 7700 candidats pour 329 sièges. Donc c'est énorme. Donc je pense que la coalition chiite au pouvoir a remporté ces législatives, mais il faut qu'elle passe à une quête c'est-à-dire de collaboration assez délicate avec d'autres partis. Et je pense que c'est un processus qui va durer, qui va effectivement être semé de beaucoup de risques, qui va durer sans doute pour plusieurs mois. Et donc, et pendant ce temps-là, on va avoir une dislocation sociale qui continuera, politique, mais aussi économique pour l'Irak. Ce qui est à noter, c'est que l'Irak semble rester un petit peu en dehors du désordre post-7 octobre qui frappe toute la région, en tout cas pour l'instant. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. J'aimerais vous poser 2 questions. Je crois que cet idéal de démocratie que les États-Unis essaient d'exporter depuis Mundu Zaman, vous n'avez pas vraiment mentionné l'aspect économique, que les États-Unis créent des bases, créent des accords pour avoir des avantages économiques. Oui, effectivement. Okay. Et que, comme vous avez dit transactionnel, c'était un peu ça. Mais ça c'est pas seulement Trump. L'autre chose, c'est que les sanctions sur l'Irak, la guerre du Golfe, toutes les fantasmes de Bush senior par rapport à l'Irak
ont frayé la voie, je suis tout à fait d'accord que l'invasion de l'Irak, je viens de traduire un livre intitulé Pleine lune sur Bagdad, qui est un peu les effets de cet événement dans toute la culture musulmane, mais les antécédents ont frayé la voie, et je crois que ça date depuis la chute de Shah. Mais qu'il y avait cette... pourquoi le 11 septembre est arrivé? Ce n'est pas arrivé ex nihilo. Il y a une longue histoire d'ignorance chez les écoles. Moi, je suis la produite des très bonnes écoles américaines. Je n'ai jamais eu des connaissances transmises, sauf sur l'Israël et cet idéal des Israël. Donc, c'est vraiment catastrophique. L'ignorance du cabinet de Trump. Vous ne savez pas, il ne lit pas, ses copains ne savent pas où se trouve la moitié des pays avec qui. Quand ils sont arrivés en Irak, il y avait 2 personnes qui maîtrisaient l'arabe et aucune connaissance de la société. Du terrain. Rien. Donc, c'est-à-dire, moi je suis très bien, très fort contre Trump, mais Trump n'est qu'un peu l'apogée ridicule, Saturday Night Live, d'un processus qui se prépare depuis très longtemps chez nous. Et Obama, c'est vrai qu'il a... Mais Obama vraiment faisait partie de l'établissement démocratique. Il n'a pas osé faire ce qu'il aurait pu faire, peut-être. On ne sait pas. Mais l'apparence de Trump et le gâchis de Trump, ce qui se passe chez moi, dans les universités, Oui, de la redistricting, de tout. Mais vraiment, c'est carita. Donc, est-ce qu'on peut espérer, parce que je ne pense pas, comme vous avez dit, que le tournant se produit encore. Le tournant est déjà produit à cause de la Palestine. Les événements du partout, parmi les peuples, la jeunesse, mais les régimes ne vont pas céder. Après les soulèvements des printemps arabes, la contre-révolution était très dure. Ça ne va pas céder facilement. Ça va être seulement quand il y a des désavantages économiques, à mon sens. Oui, j'ai dit que c'est en fait justement... Et il commence. Oui, à cause de la folie des impôts et tout ça. Mais vous n'avez pas parlé, je finis, vous avez bien parlé de la Palestine, vous n'avez pas parlé de l'Israël et les gâchis et l'impunité de ce qu'elle fait en Syrie, au Liban. J'ai enseigné au Liban, j'ai travaillé en Syrie, j'ai travaillé en Iran. Israël, à cause des États-Unis, les sanctions sur Sharia ne vont pas être levées avant qu'ils signent les accords d'Abraham ou fassent quelque chose. Oui, c'est du donnant-donnant, c'est pas philanthropique. C'est philanthropique. hallucinant ce qui se passe. Oui. C'est hallucinant ce qui se passe à Gaza, dans les territoires, mais dans toute la région, je ne sais pas. Et l'Europe est dans le déni. Oui. L'ONU aussi. Ça sortait un peu du sujet. Ce sera peut-être son second livre. Non, mais j'ai dit justement, parce qu'elle a mentionné, vous avez mentionné un point très important quand vous dites que tout ce qui est promotion démocratique, etc., c'était pas gratuit. Et j'ai dit que c'était pas une action philanthropique, c'est-à-dire que les États-Unis ont bien sûr reçu beaucoup d'avantages économiques avec leur promotion démocratique. Et des armes et tout ça. Oui, exactement. Et même aujourd'hui, c'est-à-dire quand on parle un petit peu de ces réajustements, on se rappelle notamment des investissements que Trump a obtenus des pays du Golfe. Donc c'est toujours du... Oui, c'est ça fait businessman.
Mais en fait, quand il s'agit justement de tout ce qui se passe aujourd'hui à cause de l'impunité dont jouit aujourd'hui Israël, c'est vrai que c'est alarmant. Depuis l'extrême, depuis 1948. Et donc, effectivement, moi, ce qui est choquant quand même, c'est et ça, je pense que ça a très peu été exploré. En fait, aujourd'hui, ce qui se fait dans la région, c'est une militarisation qui se développe pour Israël et une démilitarisation pour les pays arabes. Et donc, on a l'arsenal militaire syrien qui a été complètement détruit par Israël. On a également le Liban qui démilitarise donc aujourd'hui le Hezbollah. On refuse de militariser l'armée libanaise. Donc il y a une démilitarisation un petit peu de beaucoup de pays clés dans la région. Et au contraire, de l'autre côté, on a une militarisation. C'est pas la sécurité qui est le sujet qui doit être adressé. C'est-à-dire, on pense en termes de sécurité partout. Partout, oui. Mais excusez-moi, c'est un projet politique qu'il faut respecter. Il faut juste. Le projet politique, je pense, pour Israël, il a été très clair, notamment avec les dernières déclarations de Benjamin Netanyahou, quand il a parlé du Grand Israël. Et donc, je pense que c'est un projet politique qui est assez clair. Hein. C'est un projet fou, mais il y croit. Donc il faut s'attendre quand même à d'autres événements, enfin n'espérons pas cela, mais il faut attendre un autre embrasement dans la région si jamais les partis, c'est-à-dire de droite, d'extrême droite qui sont au pouvoir en Israël, même la gauche israélienne, donc ce projet en fait de Grand Israël, il est là et je pense que c'est une grande menace pour la région. Et l'Europe n'ose pas dire non aux États-Unis. À noter quand même qu'il y a dans la région, oui. C'est pas possible pour l'Europe de dire non aux États-Unis parce que c'est parce que c'est les États-Unis qui tiennent les principales commandes. Oui, bien sûr, c'est très rentable. Le monde arabe a toujours été très rentable, d'ailleurs. Mais il y a un garde-fou, quand même, je me permets, parce qu'on en parlait à l'IREMO il y a quelques mois, c'est quand même les relations américano-saoudiennes, américano-pays du Golfe. Oui. Parce que le Grand Israël, ça entre en contradiction avec avoir des bonnes relations avec ces pays qui sont des partenaires des Américains. On rappelle que Trump a fait son premier voyage diplomatique auprès de Ben Salman, alors que la tradition, c'est d'aller en Grande-Bretagne. Il est quand même rompu la tradition pour ça, c'est pas anodin. Donc il y a aussi ça quand même qui rééquilibre parce que les Trump choses. veut tout simplement complètement exclure de l'Europe quand il s'agit de prendre des décisions au Moyen-Orient. C'est-à-dire de les mettre complètement à l'écart. Et effectivement, les Européens n'arrivent pas à faire grand-chose. Ils ne font rien de tout ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Bon, moi j'aurais peut-être une petite question, et ça concerne en fait les retombées interne à l'intérieur de la société américaine, par exemple avec les soldats qui venaient, et avec les traumatismes aussi qui étaient liés à la guerre. Tout ça en fait qu'ils étaient au-delà du scénario politique, des politiques étrangères des États-Unis, mais aussi en termes de politiques internes, qu'ils ont été tous les retombées à l'intérieur des États-Unis dès la guerre en Irak, sans parler aussi de la guerre en Afghanistan. Là, je fais juste un exemple avec les soldats, mais je crois qu'il y a aussi, par exemple, on est passé d'un messianisme très, très prononcé, finalement, en réalité, à une réelle politique qui est extrêmement accentuée. Et donc, en fait, quels ont été les retournements à l'intérieur de la société américaine après la guerre en Irak? Alors, je pense que le messianisme américain, il est toujours là, dans la politique étrangère. Il n'y a pas eu de fortes retombées, en fait. Mais en fait, justement, et l'invasion de l'Irak, elle a meurtri des familles entières aux États-Unis. Donc, le cas des vétérans, etc., ça pèse beaucoup sur l'opinion publique américaine. Et donc, aujourd'hui, je pense que les familles américaines, refusent, je pense, aujourd'hui plus qu'avant, d'envoyer leurs enfants comme ça faire la guerre à tout va. Et d'ailleurs, Donald Trump, on sent qu'il a pris en compte ce refus, on va dire, croissant
des familles américaines ou des Américains tout simplement d'aller faire la guerre. D'ailleurs, il rejette les guerres longues. Hein, on a vu quand même la guerre contre l'Iran, elle a été rapide, 12 jours, et puis hop, on en finit. Voilà, c'était vraiment aérien. On refuse d'envoyer à nouveau des soldats. Sur le terrain. Voilà, exactement, sur le terrain. Et je pense que c'est quelque chose, effectivement, qui a bouleversé l'opinion publique américaine et qui a effectivement influencé les décisions politiques américaines, notamment au Moyen-Orient. On n'en voit plus de troupes, plus de guerre. Non. Je suis le grand frère. On avait, durant sa préparation du livre, on avait quelques contradictions. Et on s'est chamaillé un peu. Ma question, c'est... Tu disais qu'il y a une continuation de la politique américaine. Si on pouvait se projeter à l'avenir, comment tu verrais, comment tu vois l'impact des États-Unis actuellement dans la région et aussi en Afrique du Nord? Parce que voilà, aujourd'hui, les talibans dirigent l'Afghanistan, je pense, si je ne me trompe pas. Ahmed al-Shara dirige la Syrie actuellement. Ben Salman qui dirige l'Arabie Saoudite qui défendent un islam wahhabiste. Alors, comment tu vois la région dans 2-3 ans? Est-ce que tu peux te projeter? Vu ce que tu as fait avec ton livre, vu ce que tu as écrit, est-ce que tu arriverais à te projeter sur l'impact des décisions américaines qui seront sur la région? Alors justement, tu as mentionné une question très importante que j'ai pas abordée, c'est le Maghreb. C'est-à-dire le Maghreb, c'est un peu la région, le blind spot de la politique étrangère américaine. Et là encore, comme vous avez dit, c'est-à-dire que bon, on s'intéresse plus au Maroc parce qu'il a signé les accords d'Abraham, donc il a reçu de Donald Trump la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Mais malheureusement, les États-Unis continuent à ignorer d'autres pays très importants dans la région, notamment l'Algérie, parce que c'est quand même oui, en partie, oui. Mais c'est quand même le plus grand pays d'Afrique. Donc, et c'est un pays qui est limitrophe, qui a des frontières avec beaucoup de pays stratégiques. C'est un pays aussi qui a fortement aidé les États-Unis dans leur lutte antiterroriste. Donc c'est un pays que je pense que les États-Unis doivent prendre en compte. Compte tenu de ta question, en fait, d'ici 2-3 ans, il faut que les États-Unis... On ne peut pas vraiment comme ça se projeter dans 2-3 ans, parce que déjà, on a un président qui est très imprévisible. Donc il annonce et puis ensuite il se contredit. Mais aussi, je pense qu'on peut se projeter avec des conditions. C'est-à-dire, si les États-Unis prennent en compte l'Algérie, si les États-Unis prennent en compte la Palestine, s'ils arrivent à réajuster leur politique étrangère américaine avec leur politique étrangère vis-à-vis de la question palestinienne, vis-à-vis aussi de l'importance de l'Algérie, vis-à-vis aussi de la militarisation croissante d'Israël, vis-à-vis aussi de ce projet qui est concret, c'est-à-dire le projet du Grand Israël, etc. Si les États-Unis prennent en compte tout ça, je pense que les États-Unis pourront reprendre un petit peu l'initiative au niveau régional et on aurait, je pense, une région un peu plus stabilisée, disons. Pas complètement en paix, mais au moins un petit peu calme. Question radicale. Si demain tous les pays arabes reconnaissaient Israël, est-ce qu'on vivrait en paix? Non. Parce que, comme je viens de le dire, en fait, l'intégration d'Israël et même la reconnaissance, elle vient toujours d'en haut, en fait. Elle est imposée. Et donc, cette imposition, elle a occulté, en fait, les perceptions locales, les réalités locales. Le peuple, il est complètement mis à l'écart dans le monde arabe de la part des États-Unis. Ils ne prennent toujours pas en compte ces réalités tribales, confessionnelles, ethniques, et tout ça c'est important. Donc même si demain tous les pays arabes reconnaîtront Israël, l'adhésion ne sera jamais profonde.
Au Maroc, il y a des manifs. Ah, bien sûr, Beaucoup. mais c'est ça, exactement. Beaucoup de manifestations populaires qui sont hostiles en fait à la politique de leur pays vis-à-vis des accords d'Abraham. Madame. J'avais une question, merci pour votre présentation. Je viens de Bagdad et quand vous parlez d'émotion, je comprends parce que j'essaie aussi lorsque je rédige un papier, de ne pas être trop émotionnelle. J'essaierai de m'inspirer de vos écrits. Ma question est, et c'est peut-être quelqu'un va la catégoriser dans la théorie des complots, mais je la pose quand même. Je me demande dans quelle mesure la stabilité ou l'instabilité serait rentable pour les États-Unis dans la région. L'instabilité, qu'est-ce qu'elle rapporte aux États-Unis? Et la stabilité, en quoi elle est intéressante? L'instabilité ou la stabilité rapporte, je pense, aux États-Unis une certaine capacité à maintenir leur suprématie dans la région. Quand c'est instable, ça les arrange un petit peu, parce que ça leur permet d'être la nation salvatrice, hein, c'est-à-dire on fait toujours appel aux États-Unis aujourd'hui, dans le monde arabe. Même si leur image est ternie, même si le sentiment anti-américain il est quand même à un certain niveau conséquent, hein, non négligeable. Donc l'instabilité, elle va nourrir cette suprématie-là que tous les présidents, qu'ils soient démocrates ou conservateurs, essayent de protéger. Et la stabilité aussi. Parce que pour l'instabilité, les États-Unis vont dire « Ah non, mais on est là, on va vous aider ». Bon, c'est caricatural un petit peu. Et pour la stabilité, ils vont dire « Ah, mais c'est nous. On est là, c'est un petit peu Trump ce qu'il est en train de faire. J'ai fini toutes les guerres, j'ai mis fin à toutes les guerres, je mérite le prix Nobel. » Voilà, on est dans ces deux scénarios. La suprématie américaine, je pense, on gagnera beaucoup de Tout est rentable. consolidation. Tout est rentable, finalement. voilà, tout est rentable. Le monde arabe est toujours C'est rentable. l'intérêt d'être puissant. C'est ça, ouais, voilà, exactement, c'est l'intérêt d'être puissant. Ouais. Et bien sûr, là aussi, il y a une logique aussi diviser pour mieux régner. Donc, voilà, quand les chiites, les sunnites arabes, les sunnites kurdes s'entretuent, etc., que ce soit en Irak, même en Syrie, dernièrement avec les Druzes, etc. Donc, voilà, cette instabilité va venir nourrir cet exceptionnalisme américain selon lequel, voilà, on doit agir pour stabiliser, pour réformer, pour faire entrer de l'argent. Toujours. Mais à l'envers, l'instabilité, Oui. d'un point de vue, par exemple, pour Israël, elle ne peut pas être en revanche un facteur d'intervention, de justification de différentes interventions. Et donc, avoir une instabilité dans la région, comme ça pourrait être en Syrie ou au Liban, ça donnerait toujours des prétextes à Israël pour intervenir. Ouais. Et c'est l'un des objectifs fondamentaux de la politique étrangère américaine, c'est-à-dire sécuriser Israël, rendre Israël encore plus fort. Ouais, mais c'est un peu en contradiction avec les principes de la stabilisation. Si on... Oui, effectivement. En fait, les Israéliens l'ont dit explicitement. Mhm. On ne veut pas vraiment de pays forts arabes autour De nous, oui. Gianni, Ou la vous voulez dire démilitarisation. qu'Israël a intérêt au désordre. Oui, Voilà, c'est ça que vous voulez dire. Le paradoxe, c'est Oui. qu'Israël étant un allié des Américains. regarde ce En qu'il même temps. fait. C'est hallucinant. Oui, c'est hallucinant, oui, bien sûr. Et si on parle de Grand Israël demain, est-ce qu'on pourrait avoir des conséquences de changement de frontières dans les pays arabes et donc, par conséquent, avoir un retour, pas au califat, mais à une nation arabe complète pour pouvoir se défendre contre si le Grand Israël arrivait à... De toute façon, vous savez, les plans de division... Les plans de division territoriale dans le monde arabe, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Déjà, ça a été, je pense, si mes souvenirs sont bons, il y a eu, bon, je me rappelle plus, c'est quel journaliste qui avait publié ça sur le New York Times, je crois que c'était en 2013, où il a dit que, voilà, d'ici quelques années, on va avoir
un monde arabe bien divisé au niveau territorial, donc une petite Syrie pour les sunnites, une autre pour les druzes, une autre pour les chrétiens, enfin voilà. Voilà, les plans de division territoriale ont toujours été d'actualité dans les... Bon, bien sûr, on ne le dit pas explicitement comme ça. On sous-estime la diversité du monde arabe. Voilà, exactement. Et donc, mais je pense que si jamais tout ça était amené à se dérouler, il y aura effectivement toujours dans le monde arabe une fraction de la population qui résistera. D'où le panarabisme. D'où le panarabisme, le panislamisme, exactement. Et D'ailleurs, pardon, excusez-moi, je voulais juste ajouter, par exemple, si on prend, pour être un peu plus concret, pour illustrer mes propos, Marwan al-Barghothi, que Israël refuse de libérer parce qu'effectivement, il incarne cette unité qui pourrait effectivement compromettre les stratégies israéliennes actuelles. Et donc, voilà, ce panarabisme, ce panislamisme, c'est quelque chose que les États-Unis redoutent parce que exactement, et parce que l'unité fait la force. Et donc, effectivement, et pour Israël, ça ne sera pas la meilleure des choses qui puissent arriver. Sous prétexte que c'était socialiste. Oui, bien sûr, sur beaucoup de prétextes d'ailleurs. J'avais une autre question, mais par rapport à la série cette fois-ci. Plutôt par rapport à Ahmed El-Shah. Oui. Lorsqu'on reconnaît une personnalité comme lui, tout en connaissant son histoire en Syrie et en Irak, est-ce que la communauté internationale ne finit pas par reconnaître l'État islamique, qu'elle a toujours refusé de reconnaître, alors que l'État islamique avait tous les, on va dire, les critères qu'on demande à un État, à savoir territoire, gouvernement et population, sous prétexte de changement de doctrine ou changement d'idéologie. Alors moi, tout à l'heure, j'ai dit que Ahmad al-Shar, il a été reconnu par les États-Unis par nécessité stratégique. Pas idéologiquement. Je ne pense pas que les États-Unis... Je pense pas que les États-Unis... c'est-à-dire en se rapprochant d'Ahmad al-Shar, en reconnaissant sa légitimité, je ne pense pas qu'ils reconnaissent l'État islamique. Parce que l'État islamique, c'est l'ennemi, l'axe du mal. Oui, l'ennemi, l'axe du mal, que les États-Unis ne sont pas prêts à déterroriser, en quelque sorte. Oui, voilà, on est encore... Oui, alors avec Ahmad al-Shar, mais c'est une personne, Ahmad al-Shar. Ahmad al-Shar, c'est une personne, et c'est effectivement, on revient à ce qu'a dit Sofiane tout à l'heure, c'est quelqu'un qui ne fera pas de mal à Israël, pour l'instant. Donc, il est utile, on en a besoin. Donc, c'est par utilité stratégique plutôt que par adhésion ou changement comme ça idéologique de la part des États-Unis. Et il a remplacé les Assad. Oui, effectivement, il fallait marquer une fracture, une rupture totale. Même si ça va être par rapport très à Bachar al-Assad. difficile, mais il est, pour les Occidentaux, il représente la possibilité d'un changement. Oui, et c'est aussi, et il entre dans cette logique de réajustement américain vis-à-vis des islamistes qui peuvent être utiles à la stabilité régionale. Voilà. Donc c'est ce réajustement-là qui fait que les États-Unis se rapprochent de personnalités qui étaient auparavant c'est-à-dire catégorisées comme terroristes. Après, au niveau local, Ahmad al-Shar, il ne fait pas l'unanimité. Il y a eu encore un interview d'un grand responsable syrien ou irakien. Il a dit, moi je ne connais pas ce Ahmad al-Shar, je connais Al-Julani, pour rappeler justement son historique, disons, de terroriste. Mais il peut avoir d'autres Ahdaf maintenant. Il peut, même si son idéologie de base, il est plus pragmatique que peut-être il a été. Oui, peut-être. Après, il faut lui laisser du temps. On peut pas. Voilà, c'est encore trop tôt pour dire ce qu'il pourrait faire. Voilà. Oui, mais il faut lui laisser du temps pour voir un peu ce qu'il pourrait faire.
Bon, c'est vrai que les frères musulmans en Égypte, on ne leur a pas laissé le temps. On les a tout de suite, c'est-à-dire, on les a fait chuter rapidement. Ahmad al-Shar, je pense qu'il faut lui laisser du temps. Oui. Il a encore beaucoup de problèmes au niveau interne, notamment avec les minorités chiites, druzes, etc. Parce qu'il est sunnite. Donc, Alaouite, Druze, ouais. oui, alaouite, druze, chiites aussi, de façon générale. Les chrétiens, je ne sais pas de Syrie ce qu'ils en pensent, mais je pense que c'est Voilà. pas la figure la plus... L'attentat de Damas a beaucoup... Oui, l'attentat de beaucoup Damas perturbé. contre les... Dans une église, Oui, ouais. dans une église chrétienne. Donc je pense pas qu'il fait l'unanimité aussi dans les milieux chrétiens de Syrie, mais il faut lui laisser du temps. Peut-être qu'il arrivera effectivement à être utile et à être un acteur utilitariste sur l'âge. Merci. Vous avez également parlé de confessionnalisation. Je ne sais pas si vous avez vécu dans la région ou en Irak, par exemple, avant 2003, mais jamais on ne parlait de religion, de confession, et jamais on ne posait la question à quelqu'un s'il était sunnite ou chiite ou chrétien ou musulman. Effectivement, mais... Alors qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait maintenant, même lors de cette rencontre, c'est qu'on catégorise tout de suite les gens sunnites, chiites et... C'est ce que la chute de Bagdad, en fait, a fait exploser au grand jour. C'est-à-dire la chute de Bagdad, non seulement elle a embrasé la région, elle l'a déstabilisée et elle a fait naître ces tensions. Même en Syrie, vous ne connaissez pas ces différences. Même en Arabie Saoudite, il y a des chiites en Arabie Saoudite. C'est-à-dire avant la chute de Bagdad, on ne connaissait pas ces différences entre sunnites et chiites du sud. Au Bahreïn, c'est la même chose. On a quand même une majorité chiite avec une minorité sunnite au pouvoir. Enfin, je veux dire, la chute de Bagdad, elle a fait exploser, en fait, en quelque sorte, cette importance de catégoriser. Voilà, exactement. Parce que les États-Unis ont contribué à ça. C'est-à-dire, quand il y a eu la chute du régime de Saddam, voilà, on a mis en avant les chiites et puis on a purgé... Est-ce que ce n'est pas des revendications au lieu de catégoriser, catégorisation? C'est-à-dire que les gens se revendiquent. Enfin, par exemple, si on demande à un Kurde qui habite à Erbil, d'où venez-vous, il va dire plutôt Kurdistan, Irak, je ne sais pas, ça c'est une question. Oui, j'ai eu cette expérience justement, c'était quelqu'un justement d'Erbil qui m'a dit je veux un billet d'avion pour Erbil, je lui ai dit ça se trouve en Irak, il m'a dit non. Voilà, il m'a fait les grands yeux, il m'a dit non, c'est au Kurdistan, et donc je me suis dit j'ai fait peut-être une erreur. Donc effectivement il y a aussi ce côté revendicatif de la part des populations qui dit voilà, moi je suis sunnite, l'autre il est chiite. Il y a aussi un petit peu une certaine pas vengeance, oui, une petite vengeance quand même. Revanche. Oui, une revanche, oui, aussi. Le chaos, Des chiites vis-à-vis des sunnites irakiens qui ont longtemps monopolisé le pouvoir et qui les ont longtemps persécutés, parce que c'est une réalité aussi. les repères se sont éclatés, les gens, la question identitaire peut revenir. Elle revient toujours. On n'efface jamais la question identitaire. Elle revient toujours. Moi, je viens, par exemple, je suis originaire d'Algérie. Voilà, en Algérie aussi, on a plusieurs groupes ethniques. Et bon, on a une cohésion sociale, bien sûr, mais effectivement, voilà, même au niveau vestimentaire, on dit ça, c'est une robe chaoui, ça, c'est une robe kabyle, ça, voilà. Il y a toujours... Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, les questions identitaires reviennent toujours. Mais je pense que les États-Unis et les décisions américaines, qui étaient inadaptées, ont fortement... oui, fortement Mais ces exacerbé revendications aussi. n'ont peut-être pas été créées ex nihilo non plus. Elles étaient peut-être aussi Oui, bien sûr. étouffées par les pouvoirs. C'est peut-être ça qu'il faut rappeler aussi. Je veux Oui, dire, bien sûr, les effectivement. Américains n'ont pas inventé les Kurdes, les sunnites. les chiites. Non, bien sûr. Bah, j'ai parlé d'ailleurs du régime de Saddam qui a effectivement persécuté longtemps les chiites et qui a massacré aussi les Kurdes à l'arme chimique, ça il faut le rappeler. Mais effectivement, comme vous venez de le dire, vous venez de l'Irak, donc vous dites qu'avant l'invasion, on ne parlait pas trop de ces choses-là, parce qu'effectivement, il y avait des institutions étatiques très puissantes qui faisaient que la cohésion sociale soit le principal Juste une question, objectif. si je me permets, c'était par peur par, Voilà. Alors justement, j'allais dire ça. En fait, il y avait deux sujets qu'il ne fallait pas aborder, la religion et Effectivement. la politique. Oui. Et ce n'était pas, lorsqu'on dit un régime bassiste sunnite,
je trouve que c'est réducteur Mhm. parce que ce n'était pas que sunnite lorsqu'on connaît bien. C'est Saddam laïque le Hussein. parti basse. Ce n'était même, enfin, je ne dirais même pas laïque parce que c'était vraiment la personnification du pouvoir. Du pouvoir, du régime, C'était oui. vraiment la personne de Saddam Hussein. C'est-à-dire si quelqu'un de sa famille représentait une menace, et ben cette personne, elle disparaît. Elle est sunnite, C'est une- elle est de sa propre famille, et ça s'est produit à plusieurs reprises. Je pense que c'est ce qui se fait dans une dictature, de toute façon. Oui. Voilà, donc il n'y a pas d'autre... Donc c'est au-delà Mm. d'une confessionnalisation, La unification du pouvoir. Mais c'est- justement, en fait, la disparition du pouvoir de Saddam Hussein, le problème, c'est que c'est pas juste le pouvoir de Saddam Hussein qui a disparu, c'est l'État en lui-même. Et donc, c'est ce qui a créé, en fait, cette explosion identitaire, disons, et communautaire très forte. C'est-à-dire qu'on a détruit l'État complètement. Moi, quand j'ai pas dit Washington après la chute de Saddam, j'ai dit Washington après la chute de Bagdad, parce que vraiment, Bagdad, après l'invasion de 2003, elle a vraiment chuté avec ses institutions, avec les cadres politiques, sécuritaires, c'était tout. Et donc, je pense que cette chute de l'État a renforcé, et que les États-Unis n'ont pas essayé d'éviter. Donc, je pense que cette chute de l'État a consolidé cette confessionnalisation. Elle a conduit à cette confessionnalisation qui était bien sûr présente, étouffé. étouffée, effectivement, mais c'était fracturé, j'ai dit. C'est-à-dire, on est passé d'une société fracturée à une société vraiment militarisée où chacun a pris les armes et s'entretuait. Ce qui est remarquable, c'est que l'Irak a su et a pu maintenir ses frontières. Oui, On n'a pas eu de division d'Irak comme on a pu voir au Soudan récemment. Effectivement, oui. Et ça, c'est remarquable, c'est impressionnant. Ouais. Malgré ce que vous disiez, malgré toutes ces divisions, si on dit, richesse ethnique que l'Irak. Et l'instabilité aujourd'hui irakienne s'est répandue, a fait tache d'huile dans l'ensemble de la région. C'est-à-dire que Saddam Hussein, il a permis aussi une cohésion non seulement nationale, mais régionale aussi. C'est-à-dire qu'il étouffait beaucoup de choses, mais il était utile sur beaucoup d'autres choses. Et donc, voilà. Utile par rapport à certains intérêts Bien sûr, effectivement. politiques et économiques. Et économique. il y avait beaucoup de services comme l'éducation, la santé et tout ça, il était très développé. Oui, il était très développé et les scientifiques irakiens, sous Saddam Hussein, étaient parmi les meilleurs scientifiques de la région. Aussi. Merci Rachida, merci à l'IREMO, merci au public Merci. de l'IREMO. Merci beaucoup.